Bon sang, pourquoi ta mère est-elle venue? Je t'avais pourtant dit que ma sœur et ma mère la détestent, hurlait mon mari, lors de mon anniversaire. Ma mère, qui nous avait offert le pavillon dans lequel nous faisions la fête, ne s'est pas mise à crier. Elle a prononcé seulement 3 mots, et tout le monde est resté sans voix. Avant de continuer, dites-nous comment vous allez, si vous vous êtes abonné à la chaîne, et si vous avez laissé un « j'aime ». Bonne écoute. Valentine Dupont s'était toujours considérée, à juste titre, comme une femme chanceuse. À 32 ans, elle avait un mari aimant, Michel, un magnifique pavillon dans un quartier chic de la banlieue parisienne, et le travail de ses rêves dans une agence de publicité. À vrai dire, cette chance ne lui était pas tombée du ciel. Le pavillon lui avait été offert par sa mère, en cadeau de mariage, 2 ans auparavant. Son poste, elle l'avait obtenu grâce à ses propres compétences, ainsi qu'à son caractère à toute épreuve. Avec son mari, en revanche, les choses étaient plus compliquées. Michel Dupont, 35 ans, ingénieur dans une usine, était un homme bon, mais manquant cruellement de caractère. Valentine l'avait compris, et ce, dès les premiers mois de leur vie commune. Il pouvait passer des heures à débattre avec ses supérieurs au travail, ou à prouver qu'il avait raison face à ses collègues. Mais, dès que sa mère, Laurence, ou sa sœur, Jeanne, faisaient leur apparition, Michel se transformait instantanément en un petit garçon obéissant. Laurence Dupont, 58 ans, ancienne professeure de mathématiques, était une femme autoritaire et calculatrice. Depuis son départ à la retraite, elle se consacrait entièrement à une seule mission, contrôler la vie de ses enfants. Ce qui l'irritait par-dessus tout, c'était le fait que son fils ait épousé une fille issue d'une famille plus aisée. La mère de Valentine, Catherine Moreau, possédait une petite chaîne de magasins de cosmétiques, très florissante, et elle pouvait largement se permettre d'offrir des cadeaux onéreux à sa fille. Jeanne Dupont, 30 ans, travaillait comme comptable dans une mairie, et vivait avec sa mère dans un petit appartement de 2 pièces, situé en périphérie de la ville. Elle jalousait profondément son frère, et plus particulièrement sa femme. À chaque fois qu'elle venait leur rendre visite dans leur pavillon, Jeanne déambulait dans les pièces avec une attitude étrange, comme si elle était en train d'évaluer la valeur de leurs biens. Valentine avait remarqué les premiers signes alarmants, il y a environ 1 mois. Une voisine du quartier résidentiel, Nicole, une femme âgée qui habitait de l'autre côté de la rue, l'avait regardée d'une façon très étrange, lorsqu'elle s'était croisée près du supermarché. « Valentine, ma chérie, est-il vrai que ta mère a délibérément attiré Michel pour en faire son gendre ?» a demandé la voisine, en baissant la voix. « Comment ?» Valentine n'avait pas compris. « Nicole, de quoi parlez-vous ?» Eh bien, j'ai entendu dire qu'elle lui avait promis ce pavillon, à condition qu'il t'épouse, et que maintenant, elle le tient en laisse. Valentine fut stupéfaite. Jamais de sa vie, elle n'avait entendu de telles absurdités. Sa mère lui avait offert le pavillon bien après le mariage, et de toute façon, elle n'avait jamais forcé personne à faire quoi que ce soit. « Nicole, qui vous a raconté une chose pareille ? C'est n'importe quoi. » La vieille dame, confuse, a bafouillé. « Oh, comme ça, je l'ai entendu de quelqu'un. C'est peut-être faux, bien sûr. » Mais Valentine voyait bien que sa voisine ne la croyait pas. Dans ses yeux, on pouvait lire de la compassion, comme si elle plaignait cette jeune femme, incapable de voir dans quel piège sa propre famille était tombée. De retour à la maison, Valentine a raconté cette conversation à Michel. Son mari a froncé les sourcils, mais il a balayé l'affaire d'un revers de main. C'est ridicule. Les personnes âgées adorent inventer des ragots. Cependant, quelques jours plus tard, un autre incident étrange s'est produit. Valentine s'était rendue dans le centre-ville pour quelques courses, et elle est entrée dans une pharmacie, où travaillait son ancienne camarade de classe, Céline. Valentine s'est réjouie son amie. « Ça fait un bail. Comment vas-tu ? La vie dans votre pavillon se passe bien ? » « Très bien, » a souri Valentine. « C'est une bonne chose d'avoir son propre chez-soi. Mais, ta belle-mère est vraiment mécontente, du fait que le pavillon ne soit pas au nom de son fils, » a soudainement demandé Céline. Valentine s'est figée. Encore ce sujet. « Céline, d'où sors-tu cette information ?
C'est Thérèse qui me l'a raconté. Elle se fait soigner dans la même clinique que ta belle-mère. Elle dit que celle-ci se plaint sans cesse. Apparemment, la belle-fille et sa mère auraient arnaqué son fils, en mettant la maison à leur seul nom. Quelle maison, s'est indignée Valentine. Nous vivons dans le pavillon que ma mère m'a offert, et nous n'avons arnaqué personne. Céline, embarrassée, a répondu. Écoute, je ne connais pas les détails. J'ai simplement entendu ces bruits de couloir. Valentine a quitté la pharmacie, le cœur serré. Il s'avérait donc que sa belle-mère propageait des rumeurs sur leur famille, dans toute la ville. Elle présentait la situation de telle sorte que Valentine et sa mère passaient pour des escrocs, ayant pris le pauvre Michel au piège. De retour chez elle, elle a de nouveau tenté de parler à son mari, mais ce dernier a refusé de l'écouter. Valentine, pourquoi fais-tu tout un drame pour rien? Ma mère s'est peut-être mal exprimée, mais elle ne pense pas à mal. Elle s'inquiète juste pour nous. Elle s'inquiète, s'est emportée Valentine. Michel, elle raconte à toute la ville que nous t'avons dupé. Tu trouves ça normal? Mais non, elle ne raconte rien du tout. Tu exagères. Valentine a compris une chose, soit son mari fermait les yeux sur le problème, soit il ne saisissait vraiment pas la gravité de la situation. Elle a donc décidé d'en parler à sa mère. Catherine Moreau, du haut de ses 54 ans, était une femme intelligente et perspicace. Elle a immédiatement cerné le problème. Ma chérie, je me doutais bien que cela arriverait, tôt ou tard. Depuis le jour du mariage, ta belle-mère voit notre cadeau d'un très mauvais œil. Maman, mais pourquoi ment-elle aux gens? Pourquoi dire que nous avons arnaqué Michel? Parce qu'elle souffre, tout simplement. Elle n'accepte pas que son fils mène une vie meilleure que celle qu'elle pourrait lui offrir. Laurence est une femme très fière, mais elle manque de moyens. Et voilà que son fils possède un pavillon, mène une belle vie, et tout cela, sans que ce soit grâce à elle. Et que devons-nous faire, maintenant? Pour le moment, rien du tout. Attendons de voir comment les choses évoluent. Peut-être qu'elle finira par se calmer. Cependant, Laurence n'avait aucune intention de se calmer. Une semaine plus tard, Valentine a appris, par l'intermédiaire d'une autre voisine, que sa belle-mère colportait des histoires encore plus délirantes. Selon elle, Catherine avait délibérément cherché un gendre issu d'un milieu modeste, dans le seul but de le maintenir sous son emprise. De plus, le pavillon aurait été enregistré de manière sournoise, afin qu'en cas de divorce, Michel se retrouve à la rue, sans un sou. Valentine était folle de rage. Sa mère n'avait cherché personne. Michel et elle s'étaient rencontrés au travail, par pur hasard. Quant au pavillon, il avait été enregistré en toute légalité, comme une donation à sa fille, ce qui est une procédure tout à fait normale. Le pire, dans cette histoire, c'était que les gens croyaient à ces absurdités. Dans le regard de ses voisins, de ses connaissances, ou même de parfaits inconnus, Valentine lisait de la méfiance, comme si elle était réellement le cerveau d'un plan machiavélique. Michel continuait d'ignorer ses plaintes. Il affirmait que sa mère s'inquiétait, tout simplement, et qu'il ne fallait pas prêter attention au ragot. Toutefois, Valentine remarquait bien que ces discussions commençaient à l'affecter, lui aussi. Il devenait plus distant, se perdait souvent dans ses pensées, et parfois, il lui lançait des regards étranges. C'est à la fin du mois que Valentine a eu la confirmation définitive, sa belle-mère menait une véritable guerre psychologique contre elle. Alors qu'elle rentrait du travail en bus, elle a surpris la conversation de deux femmes d'âge mûr. « Tu as entendu parler de la famille Dupont » disait l'une d'elles. « Une sacrée histoire. » Laquelle, s'est intéressée la seconde. « C'est la mère du mari qui l'a raconté. Son fils a épousé une fille de bonne famille. Sauf que cette famille l'a attiré dans un piège. D'abord, ils lui ont offert une maison, et maintenant, ils le tiennent en laisse. Il n'a même pas le droit de donner son avis, sous son propre toit. Sérieusement? Je t'assure. Paraît-il que la belle-mère lui a dit, droit dans les yeux, que la maison lui appartenait, et qu'il devait rester à sa place. Et la femme, n'en parlons pas, elle le traite comme un vrai domestique. Valentine écoutait, n'en croyant pas ses oreilles.
Sa belle-mère était-elle vraiment tombée si bas? Inventer des histoires aussi sordides, la faire passer pour un monstre manipulateur, et dépeindre son mari comme une pauvre victime. Elle est descendue à son arrêt, bouillonnant de colère, et s'est dirigée vers chez elle. À la maison, une surprise l'attendait. Dans la cuisine, assise à la table, se trouvait Jeanne, sa belle-sœur, en train de discuter gentiment avec Michel. « Oh, Valentine est là », a dit Jeanne, en se levant. « Salut, ma chérie. Comment vas-tu ? » « Salut », a répondu Valentine, d'un ton sec. « Que fais-tu ici ? » Jeanne est passée nous voir, s'est empressée de dire Michel. Elle voulait voir comment on était installé. Valentine était surprise. Jeanne ne venait jamais sans raison. D'habitude, elle ne pointait le bout de son nez que pour les fêtes, ou lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. « Je vois. Tu comptes rester longtemps ? » ? « Oh non, je vais bientôt y aller. Je voulais juste rendre visite à mon frère, discuter un peu. » Valentine s'est rendue dans la chambre pour se changer, puis elle est retournée dans la cuisine. Jeanne était toujours assise, mais cette fois, elle scrutait la pièce, avec un regard de véritable experte immobilière. « C'est très joli, chez vous », a lancé la belle-sœur. « Les meubles coûtent cher, l'électroménager est haut de gamme. C'est sûrement ta mère, Valentine, qui a tout acheté ? » « Pas du tout », a répliqué Michel. « Nous avons acheté plusieurs choses nous-mêmes. »« Ah oui ? Et quoi, par exemple ?» a demandé Jeanne, très intéressée. Michel a commencé à énumérer ce qu'ils avaient payé de leur poche, et ce qui avait été offert par les parents de Valentine. Valentine n'appréciait pas du tout cette conversation. Pourquoi Jeanne voulait-elle connaître tous ces détails ? « Jeanne, pourquoi as-tu besoin de savoir tout ça ?» a-t-elle demandé, sans détour. La belle-sœur, gênée, a bredouillé. « Oh, par simple curiosité. Parfois, avec maman, on discute de votre vie. On s'inquiète, on veut être sûr que Michel ne manque de rien. » « Michel ne manque absolument de rien », a tranché Valentine, d'un ton glacial. Après le départ de Jeanne, Valentine a demandé à son mari quelle était la véritable raison de cette visite. Elle voulait juste qu'on se voie, c'est tout. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas discuté. Michel, elle ne vient jamais sans arrière-pensée. Et puis, pourquoi voulait-elle savoir qui a acheté quoi, dans cette maison ? Valentine, tu deviens paranoïaque. Jeanne est ma sœur, elle a tout à fait le droit de s'intéresser à notre vie. Néanmoins, Valentine était convaincue que cette visite n'avait rien de fortuit. Jeanne était manifestement venue en mission, envoyée par sa mère, pour inspecter les lieux et recueillir des informations croustillantes. Il était évident que, dès le lendemain, tout cela serait rapporté à Laurence, puis déformé, avant d'être diffusé dans toute la ville. La semaine suivante, les soupçons de Valentine se sont confirmés, et de la manière la plus inattendue qui soit. Elle travaillait au bureau, lorsque Martine, sa voisine, l'a appelée. « Valentine, pardonne-moi de te déranger. Tout va bien, chez toi ? » « Que se passe-t-il » s'est inquiétée Valentine. « Eh bien, il y a une demi-heure environ, j'ai vu une femme tourner autour de votre maison. Elle marchait partout, et elle prenait des photos avec son téléphone. Je me suis dit que c'était peut-être une de vos parentes, ou bien un agent immobilier. » Valentine a froncé les sourcils. Elle n'attendait aucune visite de sa famille, et encore moins celle d'un agent immobilier. À quoi ressemblait cette femme ? Une trentaine d'années, pas très grande, avec un manteau gris et des cheveux blonds, coupés aux épaules. Cette description correspondait parfaitement à Jeanne. Valentine a remercié sa voisine, et s'est demandé ce que sa belle-sœur fabriquait autour de leur maison, et surtout, pourquoi elle prenait des photos. Après le travail, elle est rentrée chez elle, et a inspecté minutieusement le terrain. Elle n'a remarqué aucune trace d'intrusion. Cependant, sa voisine était une femme très observatrice, et elle n'aurait eu aucune raison de mentir. Le soir même, Valentine a décidé de vérifier ses soupçons. Elle a appelé Jeanne, en prétextant vouloir prendre de ses nouvelles. « Salut, Jeanne. Comment vas-tu ?
Que fais-tu de beau? Salut, Valentine. Oh, je travaille. J'ai passé toute la journée au bureau, à préparer des bilans comptables. Toute la journée, a insisté Valentine. Et oui, du matin au soir. Je suis débordée de travail, en ce moment. Valentine a raccroché. Jeanne venait de mentir. Si elle avait vraiment passé la journée au bureau, qui donc avait pris leur maison en photo? Le lendemain, elle a demandé à Martine de lui décrire, une fois de plus, la femme qu'elle avait aperçue. Vous êtes sûre pour les cheveux blonds? A demandé Valentine. Oui, absolument certaine. Et elle avait aussi un grand sac à main, de couleur noire. Elle a sorti son téléphone de ce sac, et elle s'est mise à prendre des photos. Valentine avait désormais la certitude absolue qu'il s'agissait de Jeanne. Mais pourquoi sa belle-sœur prenait-elle des photos de leur maison? La réponse s'est imposée d'elle-même, lorsqu'elle s'est souvenue de la conversation des deux femmes, dans le bus. Sa belle-mère ne se contentait pas de répandre des rumeurs, elle rassemblait des preuves. Des photos de la maison, un inventaire des achats, les moindres détails de leur vie privée. Tout cet arsenal devait sûrement servir un but précis. Valentine a décidé de mettre sa mère au courant. Maman, je crois bien que ton intuition était la bonne. Laurence ne fait pas que jaser, elle prépare quelque chose. Catherine a écouté le récit de sa fille avec le plus grand sérieux. Ma chérie, c'est effectivement très grave. S'il collecte des informations, cela signifie qu'il prépare une action en justice. Quel genre d'action? Je l'ignore, pour l'instant. Mais sois prudente, et essaie de découvrir ce que ton mari mijote. Valentine a promis d'être plus vigilante. Elle avait pleinement conscience qu'un véritable complot se tramait contre elle et sa famille, mais pour le moment, elle n'en comprenait ni les règles, ni l'objectif final. Quelques jours plus tard, elle a remarqué que le comportement de Michel devenait de plus en plus étrange. Il était souvent perdu dans ses pensées. Parfois, elle surprenait son regard, lourd et inquisiteur, posé sur elle. Auparavant, son mari lui racontait toujours ses journées, ses appels, ses réunions. À présent, il cultivait le secret. Le vendredi soir, Valentine a décidé d'en avoir le cœur net, concernant l'attitude de son mari. Michel prenait sa douche, et son téléphone était posé sur la table de chevet. En temps normal, elle ne fouillait jamais dans les affaires de son mari, car elle lui faisait une confiance aveugle. Mais la situation actuelle était exceptionnelle. En jetant un rapide coup d'œil à l'écran, elle a vu plusieurs appels en absence de Jeanne, ainsi qu'un message texte. « Michel, n'oublie pas pour demain. Maman a déjà tout préparé. » Valentine a froncé les sourcils. N'oublie pas quoi, au juste? Quel plan son mari avait-il prévu, avec sa sœur et sa mère, dans son dos? Lorsque Michel est sorti de la salle de bain, elle a décidé de l'interroger directement. « Michel, quels sont tes plans, pour demain? » Pour demain? Son mari a hésité. Rien de spécial, vraiment. Je vais rester à la maison. Tu n'as prévu de voir personne? Non, pourquoi cette question? Valentine a compris que son mari lui mentait effrontément. Cela signifiait qu'il avait réellement des projets secrets, qu'il cherchait à lui cacher à tout prix. Le samedi matin, Michel a annoncé qu'il allait chez un ami, pour l'aider à faire des travaux de rénovation dans sa maison de campagne. Valentine n'a pas cherché à le contredire, mais elle a pris la décision de le suivre. 1 heure après son départ, elle est montée dans sa voiture, et a pris la même direction que son mari. À sa grande surprise, la voiture de Michel était garée devant la maison de sa mère. Valentine s'est garée un peu plus loin, et s'est mise en planque. Une demi-heure plus tard, Michel, Laurence et Jeanne sont sortis de la maison. Ils avaient tous l'air très sérieux, et discutaient avec une grande animation. Ensuite, ils sont montés en voiture et sont partis. Valentine les a suivis, en gardant une distance de sécurité. À sa grande stupéfaction, ils se sont rendus dans le centre-ville, et se sont arrêtés devant un bâtiment abritant des cabinets d'avocats. Toute la famille Dupont est entrée dans l'immeuble. Valentine s'est garée, et a patienté. 1 heure plus tard, ils sont ressortis. Laurence avait l'air ravie.
Jeanne affichait un grand sourire. Michel, quant à lui, paraissait sérieux, mais pas contrarié. Valentine est rentrée chez elle, complètement bouleversée. Pourquoi son mari, accompagné de sa famille, avait-il besoin de consulter un avocat? Quel pouvait bien être le sujet de cette consultation? Le soir venu, Michel est rentré à la maison, et a raconté avec enthousiasme sa journée de travaux chez son ami. Valentine l'écoutait, en sachant pertinemment que chaque mot qui sortait de sa bouche était un mensonge. « Michel, et comment va ta famille? Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus. »« Oh, ils vont bien. Maman est en pleine forme, et Jeanne travaille beaucoup. On pourrait peut-être les inviter à dîner, ce week-end ?» Michel s'est montré réticent. Pourquoi se précipiter? On aura bien l'occasion de se voir. Valentine avait désormais la preuve irréfutable que son mari lui cachait quelque chose. Et ce secret concernait sa propre famille, mais aussi, très probablement, Valentine elle-même. Le lendemain, après le départ de Michel pour le travail, Valentine a décidé de fouiller dans ses affaires personnelles. Elle n'était pas fière de son geste, mais la situation exigeait d'y voir clair. Dans la poche de sa veste, elle a découvert la carte de visite du cabinet d'avocats, droit et justice, ainsi qu'une note manuscrite, écrite de la main de Jeanne. Plan d'action. Rassembler les documents relatifs à la donation. Vérifier la légalité de l'acte notarié. Trouver des motifs valables de contestation. Préparer une plainte pour faire annuler la transaction. Valentine a relu la note à plusieurs reprises, n'en croyant pas ses yeux. Ainsi donc, la famille de son mari planifiait de contester la donation du pavillon. Il voulait lui prendre sa maison, ce cadeau inestimable de sa mère. Elle a pris la note en photo avec son téléphone, puis l'a remise exactement à sa place. Tout s'éclairait, désormais. Laurence ne se contentait pas de colporter des rumeurs pour monter les voisins contre elle. Elle préparait minutieusement le terrain pour un futur procès. Elle racontait à qui voulait l'entendre que la donation était frauduleuse, et que Valentine et sa mère avaient manipulé Michel, tout cela dans le but de s'appuyer sur l'opinion publique lors de l'audience. Jeanne avait photographié la maison, pour en faire estimer la valeur. Et Michel? Michel n'était qu'un traître, qui se préparait secrètement à dépouiller sa femme du cadeau de sa propre mère. Valentine s'est assise sur le canapé, essayant de digérer cette terrible réalité. Elle bouillonnait de rage, mais elle savait qu'elle devait agir avec la plus grande prudence. Si elle leur montrait qu'elle avait découvert leur plan, ils pourraient changer de tactique, ou précipiter les choses. Il fallait impérativement qu'elle parle à sa mère, afin de concevoir une stratégie de défense en béton. Toutefois, une chose était certaine, Valentine n'allait plus se taire, ni subir en silence. Si sa belle-mère voulait la guerre, elle allait la voir. Mais, elle n'allait pas affronter une victime sans défense. Elle aurait affaire à une femme forte, parfaitement capable de se défendre. Le soir même, elle a appelé sa mère pour lui faire part de ses terribles découvertes. « Maman, il prévoit de nous poursuivre en justice pour récupérer le pavillon. J'ai trouvé une note avec tout leur plan d'action. » Catherine a écouté sa fille, puis elle a déclaré, d'une voix ferme. « Ma chérie, maintenant, nous savons à qui nous avons affaire. Nous allons donc nous préparer au combat. Mais surtout, ne dis rien à ton mari. Laisse-le croire que tu ne te doutes de rien du tout. Et comment allons-nous procéder? Dès demain, nous irons voir notre avocat. Nous vérifierons chaque document, nous préparerons notre défense, et nous verrons bien qui rira le dernier. » Valentine s'est couchée ce soir-là avec la ferme intention de se battre jusqu'au bout. Elle ne laisserait personne lui arracher ce qui appartenait, de plein droit, à sa famille. Et puisque son mari avait choisi le camp de ses ennemis, il ne devait s'attendre à aucune clémence de sa part. Mais en attendant, elle se devait de jouer le rôle de la gentille épouse, ignorante de tout. Sourire à Michel, parler poliment à sa belle-mère, jouer la comédie du bonheur familial, tout en se préparant, dans l'ombre, à l'affrontement final. La guerre était déclarée, et Valentine avait la ferme intention d'en sortir victorieuse. Le lendemain matin, Valentine s'est réveillée avec la certitude frappante que sa vie avait basculé de manière irréversible.
La veille encore, elle n'était qu'une femme mariée ordinaire, bâtissant des projets d'avenir avec son époux. Aujourd'hui, elle réalisait qu'elle se trouvait au centre d'un complot familial, dont le but ultime était de la jeter à la rue. Michel est parti au travail, l'embrassant tendrement comme à son habitude. Valentine a dû puiser au fond d'elle-même pour esquisser un sourire en retour. Comment pouvait-elle embrasser l'homme qui orchestrait secrètement sa propre ruine? À 10 heures tapantes, elle est arrivée chez sa mère. Catherine l'attendait déjà, un épais dossier de documents sous le bras. J'ai réfléchi à la situation toute la nuit, a déclaré sa mère. Il faut que nous allions voir Bernard Cresson, et vite. C'est le meilleur avocat en droit de la famille de toute la ville. Maître Bernard Cresson, 62 ans, avocat de grand renom, les a reçus le jour même. Après avoir écouté leur récit et examiné les documents avec attention, il a rendu son verdict. Madame Moreau, d'un point de vue strictement formel, vos documents sont irréprochables. L'acte de donation a été rédigé dans les règles de l'art. Et toutes les signatures et tampons notariés sont présents. Le problème, c'est que la partie adverse pourrait tenter de faire annuler la transaction, en s'appuyant sur d'autres motifs. Lesquels, s'est alarmée Valentine. Par exemple, il pourrait prétendre qu'au moment de la donation, vous, Madame Moreau, n'étiez pas dans un état mental vous permettant d'évaluer vos actes de manière lucide. Ou bien, que vous avez subi des pressions, ou encore, que cette transaction a été réalisée au détriment des intérêts de votre gendre, qui aurait pu, selon eux, prétendre à ce bien. Mais c'est d'une absurdité sans nom, s'est indignée Valentine. Ma mère a acheté ce pavillon avec son propre argent, bien avant mon mariage. Michel n'a strictement rien à voir avec ce cadeau. C'est le bon sens même, je vous l'accorde, a répondu l'avocat. Cependant, au tribunal, ce n'est pas le bon sens qui prime, mais la façon dont vous parviendrez à prouver votre bonne foi. Et la partie adverse, à en juger par ce que vous m'avez raconté, se prépare de manière très méthodique. Maître Cresson leur a vivement conseillé de rassembler un maximum de documents supplémentaires, afin d'attester de la légalité de l'opération. Il fallait des certificats médicaux prouvant que Catherine jouissait de toutes ses facultés mentales au moment des faits, des témoignages sous serment, ainsi que des relevés bancaires irréfutables. Et surtout, a insisté l'avocat, en les regardant droit dans les yeux, ne leur montrez sous aucun prétexte que vous avez éventé leur plan. Laissez-les croire qu'ils vous prendront totalement par surprise. Valentine est rentrée chez elle, l'esprit lourd. Désormais, elle allait devoir endosser, jour après jour, le rôle de l'épouse énamourée, tout en sachant pertinemment que son mari l'avait poignardée dans le dos. Mais elle n'avait pas d'autre alternative. Les 2 semaines suivantes se sont écoulées dans une attente angoissante. Valentine surveillait le moindre fait et geste de Michel, mais ce dernier se montrait d'une prudence de sioux. Elle n'a trouvé aucune autre note compromettante, et il passait ses appels téléphoniques de manière à ce qu'elle ne puisse rien entendre. Sa belle-mère, en revanche, a passé la vitesse supérieure. Laurence semblait avoir lancé une véritable croisade contre la famille Moreau. Elle faisait la tournée de ses connaissances, distillant de nouveaux détails scabreux sur la façon dont Catherine avait prétendument escroqué son fils. Valentine avait des échos de cette campagne de dénigrement par diverses personnes. La coiffeuse chez qui elle avait ses habitudes lui a demandé, avec 1000 précautions, s'il était vrai que sa mère avait forcé son gendre à renoncer à ses droits de propriété sur le pavillon. La caissière de son supermarché a secoué la tête avec compassion, en entendant le nom de Dupont. Même ses collègues de bureau ont commencé à lui poser des questions pour le moins étranges. Valentine, tout se passe bien avec ta belle famille, lui a demandé un jour Inès, une amie et collègue. C'est juste que ma tante a eu vent de certaines rumeurs concernant ta famille. Quelle rumeur, a demandé Valentine, épuisée par avance. Apparemment, ta belle-mère ne serait pas satisfaite de la manière dont les biens ont été répartis au sein de votre couple. Elle affirme que son fils a été lésé. Valentine a compris que la rumeur enflait à vue d'œil. Bientôt, la ville entière ne parlerait plus que de leurs affaires de famille. Et cela signifiait que Laurence préparait méticuleusement l'opinion publique, en prévision du procès à venir. Pendant ce temps, Jeanne ne restait pas non plus les bras croisés.
Elle est venue leur rendre visite à plusieurs reprises, en invoquant à chaque fois un prétexte différent. Tantôt elle devait emprunter quelque chose à son frère, tantôt elle venait lui transmettre les salutations de leur mère, ou bien, elle passait simplement pour discuter à cœur ouvert. Lors de ces visites, la belle-sœur étudiait la maison avec une attention minutieuse. Elle passait de pièce en pièce, inspectait les meubles, vérifiait l'électroménager, et allait même jusqu'à jeter un œil dans les placards. Valentine voyait bien que Jeanne était en train de dresser un inventaire mental de tous leurs biens. « Jeanne, tu es venue faire l'inventaire de la maison, ou quoi ?» a fini par exploser Valentine, incapable de se retenir plus longtemps. Sa belle-sœur s'est troublée. « Mais non, pas du tout. C'est juste que je suis curieuse de voir comment vous vous êtes installés. C'est tellement beau et chaleureux, ici. Si tu aimes tant cet endroit, tu n'as qu'à venir plus souvent, » a répliqué Valentine, sur un ton sarcastique. Mais Jeanne n'a pas saisi l'ironie de la situation, ou afin de ne pas la comprendre. « Merci beaucoup, je n'y manquerai pas. Je me sens tellement bien ici, on se croirait presque à la maison. » Cette dernière phrase a mis Valentine hors d'elle. « À la maison ? C'est effectivement ma maison, et certainement pas la tienne, » avait-elle envie de lui hurler au visage. Mais elle a dû ravaler sa colère, et se forcer à sourire. Michel, durant cette période, se montrait particulièrement affectueux envers sa femme. Il lui offrait des fleurs, lui achetait des chocolats, et lui proposait de sortir au cinéma ou au restaurant. Valentine a très vite compris que son mari tentait ainsi d'apaiser sa propre conscience. Tout en se préparant à lui planter un couteau dans le dos, il essayait de se racheter en lui faisant plaisir. Cette tendresse de façade lui donnait littéralement la nausée. Valentine aurait 1000 fois préféré une guerre ouverte, à ce jeu hypocrite de la famille parfaite. Un mois après la découverte de cette fameuse note, ce que Valentine redoutait le plus a fini par se produire. Elle était au travail, lorsque sa mère l'a appelée. « Valentine, viens me voir tout de suite, c'est urgent. Ce que nous redoutions est arrivé. » Valentine s'est précipitée chez sa mère, qu'elle a trouvée livide, les mains tremblantes. « Que se passe-t-il, maman ?» Catherine a tendu à sa fille un document officiel. C'était une assignation à comparaître. Laurence et sa fille avaient officiellement déposé une plainte, visant à faire annuler la donation. Valentine a pris le document, et en a commencé la lecture. La plainte alléguait qu'au moment de la signature de l'acte de donation, Catherine Moreau se trouvait dans un état de vulnérabilité tel qu'elle n'était plus en mesure d'évaluer ses actes avec lucidité. Le document affirmait qu'elle souffrait d'altérations psychiques liées à l'âge, et qu'elle avait cédé le pavillon à sa fille sous l'influence de cette dernière, sans en mesurer les conséquences. « Maman, c'est un tissu de mensonges. Tu n'as que 54 ans, tu es en parfaite santé. » « Je le sais bien, ma chérie. Mais elles affirment le contraire. » Lis la suite. Valentine a poursuivi sa lecture. Les plaignants exigeaient l'annulation pure et simple de l'acte de donation, ainsi que la restitution du pavillon au patrimoine de Catherine Moreau. Ensuite, l'argumentaire devenait diabolique, étant donné que Michel Dupont était son gendre et qu'il résidait dans le logement litigieux, il pouvait prétendre à une part de ce bien immobilier, en sa qualité de membre de la famille. « Elles veulent nous voler notre maison », a murmuré Valentine, sous le choc, et elles veulent faire de Michel un copropriétaire. Exactement. C'est un plan extrêmement retors. D'abord, faire annuler la donation, puis prouver que le gendre a des droits légitimes sur une partie de la maison. Des preuves accablantes étaient jointes au dossier. Il y avait des témoignages de voisins affirmant que Catherine se comportait de manière étrange, ces derniers temps. Un certificat médical attestait qu'elle avait consulté un neurologue, se plaignant de violents maux de tête et de perte de mémoire. D'autres témoignages soutenaient que Valentine exerçait une pression constante sur sa mère, la forçant à prendre des décisions allant à l'encontre de ses propres intérêts. « Maman, mais ce sont des mensonges montés de toutes pièces. Tu as vu ce neurologue à cause du stress lié à ton travail, et tes maux de tête étaient dus à un surmenage évident. » Je m'en souviens très bien, mais elle présente la situation comme si je souffrais d'un début de démence sénile. Valentine était abasourdie par l'audace et la cruauté de sa belle-mère.
Laurence ne se contentait pas d'essayer de voler une maison qui ne lui appartenait pas. Elle calomniait une femme vieillissante, en la faisant passer pour une incapable majeure. Que devons-nous faire, maintenant? Nous allons nous battre. Maître Cresson est déjà en train d'étudier le dossier. Demain, nous irons le consulter. Valentine est rentrée chez elle, sur le pied de guerre. Désormais, les hostilités étaient officiellement lancées. Fini les manœuvres secrètes et les préparations dans l'ombre, l'ennemi avait abattu ses cartes. À la maison, Michel l'attendait, arborant une mine de chien battu. « Valentine, il faut qu'on parle. » « De quoi ?» a demandé sa femme, d'un ton glacial. « Ma mère a porté plainte contre ta mère. »« Ah bon ? Tiens donc, » afin de s'étonner Valentine. « Et quel est le motif de cette plainte ?» Michel semblait à la torture, cherchant désespérément ses mots. « Elle pense que la donation du pavillon a été mal faite, et que ta mère n'était pas dans un état psychologique normal pour prendre ce genre de décision. » « Et tu partages son opinion, peut-être ?» Michel a bafouillé. « Je ne sais pas, Valentine. Peut-être qu'il aurait été plus juste de mettre une partie de la maison à mon nom ? Après tout, je suis ton mari. » Valentine a fixé son époux avec un dégoût incommensurable. Le voilà donc, son vrai visage. Aucune honte d'avoir trahi sa femme, aucun remords quant à ses actes ignobles. Juste de la cupidité, à l'état pur, et une envie maladive de s'approprier le bien d'autrui. « Michel, ce pavillon est un cadeau de ma mère, et il m'a été offert à titre personnel. C'était bien avant notre mariage. Tu n'as absolument rien à voir avec ce cadeau. Mais nous sommes mari et femme. Tout devrait nous appartenir à parts égales. Si tu penses vraiment cela, alors pourquoi ne m'as-tu pas fait part de tes merveilleux projets ? Pourquoi es-tu allé consulter un avocat, en cachette ? » Michel a blêmi. « Comment es-tu au courant de ça ? » Peu importe comment je l'ai su. Ce qui importe, c'est que tu m'as menti. Tu as joué au mari aimant, alors que tu te préparais à me planter un couteau dans le dos. Valentine, je te jure que je ne voulais pas te contrarier avant l'heure. Ah, quelle noblesse d'âme ! Tu as donc décidé d'attendre sagement le procès, pour me détruire pour de bon. Michel a tenté de se justifier, mais Valentine ne voulait plus entendre un seul mot de sa bouche. Elle s'est enfermée dans la chambre à double tour. Que son cher époux aille s'expliquer avec les murs. Le lendemain, elle a retrouvé Maître Cresson. L'avocat a scruté la plainte avec attention, puis a hoché la tête avec gravité. Le dossier est lourd. Ils ont préparé leur coup avec un grand professionnalisme, mais nous avons toutes nos chances de remporter cette bataille. Lesquels ? Premièrement, les dossiers médicaux. Nous devons impérativement obtenir un certificat attestant que votre mère était en parfaite santé mentale au moment de la signature. Deuxièmement, il nous faut recueillir des témoignages. De personnes fiables, capables de confirmer sa pleine lucidité. Et troisièmement, nous produirons des relevés bancaires, prouvant de manière irréfutable que ce pavillon a été acquis avec les fonds propres de Madame Moreau. Et qu'en est-il de leurs témoins ? Nous démontrerons devant la cour qu'ils ont fait de faux témoignages, très probablement en échange d'argent, ou sous l'effet de pression. L'avocat a précisé que la procédure judiciaire risquait de s'étirer sur plusieurs mois. Pendant tout ce temps, Valentine allait devoir vivre dans une incertitude angoissante, sans savoir si elle pourrait conserver sa maison. Et le plus délicat dans cette affaire, a ajouté l'avocat, c'est que bien que votre mari ne soit pas formellement partie prenante dans ce procès, il soutient ouvertement les plaignants. Cela va considérablement compliquer notre stratégie de défense. Valentine savait que le chemin serait semé d'embûches, mais elle n'avait aucune intention de capituler. Une semaine après la réception de l'assignation, Valentine a découvert un autre détail répugnant concernant les plans de son mari. C'est arrivé par le plus grand des hasards. Elle rentrait chez elle en bus, lorsqu'elle a aperçu une silhouette familière par la fenêtre. Michel sortait des bureaux du cabinet d'avocat, Témy, accompagné d'un homme en costume qu'elle ne connaissait pas. Valentine est descendue à l'arrêt suivant, et est revenue sur ses pas. Michel et l'inconnu se tenaient devant l'entrée, en grande discussion.
Elle s'est dissimulée derrière l'angle de l'immeuble voisin, pour les observer. L'échange a duré une bonne dizaine de minutes. L'inconnu expliquait quelque chose à son mari, en lui montrant divers documents. Michel opinait du chef, et posait de temps à autre des questions. Finalement, ils se sont serrés la main, avant de se séparer. Valentine a attendu que son mari disparaisse de son champ de vision, puis elle s'est approchée de la plaque professionnelle. On pouvait y lire « Cabinet émis droit de la famille, séparation des biens, procédure de divorce ». Son cœur a fait un bond dans sa poitrine. Cela signifiait que Michel ne se contentait pas de soutenir la plainte de sa mère contre la famille Moreau. Il préparait également le terrain pour un divorce et un partage des biens. Valentine a poussé la porte du cabinet, prétextant vouloir obtenir des renseignements. La réceptionniste, très loquace, s'est fait une joie de lui vanter les mérites de leur cabinet. Pourriez-vous me dire lequel de vos avocats est spécialisé dans le partage des biens, en cas de divorce, a demandé Valentine. Oh, c'est maître Valérie Stéphane, notre meilleur expert en la matière. D'ailleurs, il vient tout juste de conseiller un client sur un dossier extrêmement complexe. Ah oui. De quoi s'agissait-il, si ce n'est pas indiscret? La réceptionniste a baissé la voix, visiblement friande de potin. C'est un mari qui souhaite divorcer de sa femme, et qui veut récupérer une part du pavillon que sa belle-mère leur a offert. C'est une affaire très épineuse. Il prétend que sa femme l'a floué, en lui dissimulant la véritable valeur du bien immobilier. Valentine a senti le sol se dérober sous ses pieds. Ainsi, Michel avait déjà planifié leur divorce, et il comptait récupérer une part du pavillon, sous prétexte d'un partage des biens communs. Un plan d'une machiavélique ingéniosité. Et d'une bassesse innommable. Et vous pensez que ce monsieur a des chances de gagner, s'est-elle enquise. Maître Stéphane pense que oui. S'il parvient à prouver que le pavillon constituait, dans les faits, le domicile conjugal, il peut exiger une compensation financière. Surtout s'il peut démontrer qu'il a investi son propre argent, pour des travaux de rénovation ou d'aménagement. Valentine a remercié la secrétaire pour ses précieux renseignements, et est sortie dans la rue. Désormais, le tableau était complet. Michel et sa famille avaient mis au point une stratégie à double détente. Dans un premier temps, ils tenteraient de faire annuler la donation, via la plainte de Laurence. Si cette manœuvre échouait, le plan B consistait à entamer une procédure de divorce, pour exiger une part du pavillon, au titre de compensation pour les biens acquis en commun. De retour à la maison, Valentine s'est bien gardée de faire un scandale. Pour l'heure, la meilleure stratégie consistait à continuer de jouer les épouses candides, même si elles bouillaient intérieurement. Le soir venu, alors que Michel regardait la télévision, elle a orienté la conversation sur leur couple, d'un ton faussement désinvolte. « Michel, dis-moi, es-tu heureux dans notre mariage ?» Son mari l'a regardé, surpris par la question. « Mais quelle drôle de question !»« C'est juste pour savoir. Peut-être qu'il y a des choses qui ne te plaisent pas, dans notre vie de couple. » »« Non, tout va très bien. Et toi, tu as des reproches à me faire ?» Valentine a planté son regard dans celui de son mari. Quel menteur exceptionnel. Il la regardait droit dans les yeux, lui assurant que tout allait bien, alors qu'il orchestrait déjà leur séparation. Non, je suis très heureuse. Je me disais juste qu'il serait temps de discuter de nos projets d'avenir. Quel projet? Je ne sais pas, avoir des enfants, évoluer dans nos carrières, ou peut-être acheter de nouvelles choses pour la maison. Michel s'est visiblement crispé à l'évocation du mot « enfant ». Valentine, je pense qu'il vaut mieux reporter le projet d'avoir des enfants, pour le moment. Nous avons déjà bien assez de soucis comme ça. Quels soucis? Eh bien, cette histoire de procès. Tant que cette affaire ne sera pas réglée, il est préférable de ne pas faire de projets radicaux. Valentine avait compris le message 5 sur 5. Michel ne voulait pas d'enfants, car il préparait le divorce. Pourquoi s'encombrerait-il du versement d'une pension alimentaire, et des tracas liés à la garde d'un enfant? Elle a éprouvé un tel dégoût pour cet homme, qu'elle a dû faire un effort surhumain pour ne pas lui cracher au visage tout ce qu'elle pensait de lui. Mais ce serait une grave erreur stratégique.
qu'il continue donc de croire qu'il menait la danse. Le lendemain, Valentine s'est empressée de raconter ses nouvelles découvertes à sa mère. Maman, la situation est encore plus dramatique que nous le pensions. Michel se prépare à demander le divorce. Catherine a écouté le compte-rendu de sa fille, et s'est plongée dans une profonde réflexion. Ma chérie, cela veut dire qu'ils ont élaboré un plan de secours. S'ils perdent leur procès, ils tenteront d'arriver à leur fin via le divorce. Et qu'allons-nous faire? Nous préparer à faire face sur les deux fronts. Maître Cresson a bien souligné qu'en cas de divorce, tes chances de conserver le pavillon étaient bien plus élevées qu'en cas d'annulation de la donation. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'un bien reçu en donation avant le mariage n'est pas soumis au partage des biens. Michel ne pourra prétendre à une compensation que s'il peut prouver qu'il a investi son propre argent dans l'entretien de la maison. Mais il l'a fait. Combien a-t-il dépensé pour les travaux? 10 000, peut-être 15 000 euros. C'est une goutte d'eau, comparée à la valeur réelle du pavillon. Valentine s'est sentie un peu rassurée. En fin de compte, une procédure de divorce représentait un danger bien moindre que cette plainte en annulation de donation. Mais le plus crucial dans tout ça, a repris sa mère avec gravité, c'est que tu ne dois surtout pas montrer à Michel que tu as éventé ses plans. Laisse-le mijoter, pour qu'il croie te prendre par surprise. Valentine a acquiescé. Jouer le rôle de la femme bafouée et ignorante était une véritable torture psychologique, mais c'était un mal nécessaire. Une semaine avant le 30e anniversaire de Valentine, qui devait être célébré en grande pompe dans leur pavillon, des événements troublants sont venus confirmer que ses adversaires étaient prêts à tout. Le matin même, sa mère l'a appelée, la voix tremblante d'angoisse. Valentine, viens chez moi tout de suite. Il s'est passé quelque chose de très bizarre. Valentine a accouru chez sa mère, qu'elle a trouvée dans un état de grande détresse. Sur la table de la cuisine, trônait une enveloppe blanche, dépourvue d'adresse d'expédition. Qu'est-ce que c'est que ça? Une lettre. Le facteur l'a déposée il y a à peine une demi-heure. Lis-la. Valentine s'est saisie de l'enveloppe et en a extrait une feuille de papier, imprimée à l'ordinateur. Le message était le suivant. Madame Moreau, vous avez volé le bien d'autrui, et vous vivez sur le dos de personnes que vous avez dupées. Rendez ce pavillon à ses propriétaires légitimes, avant qu'il ne soit trop tard. Si vous persistez dans votre entêtement, vous le paierez très cher. Nous avons les moyens de vous faire changer d'avis. Pensez à la sécurité de votre fille. Valentine a relu la missive à 2 reprises, incapable d'en croire ses yeux. Maman, c'est une menace pure et simple. Ils sont en train de nous menacer. Oui, ma chérie. Et c'est la dernière phrase, concernant ta sécurité, qui me terrorise le plus. Valentine était folle de rage. Les querelles juridiques étaient une chose, mais envoyer des menaces anonymes relevait de la criminalité. Ils avaient franchi la ligne rouge de la décence. Il faut que nous allions à la police. Je les ai déjà appelés. Ils m'ont dit de venir déposer une main courante. La mère et la fille se sont donc rendues au commissariat le plus proche. L'officier de garde a écouté leur témoignage, et a examiné la lettre avec attention. Il n'y a pas de menace de mort explicite, ni d'atteinte directe à l'intégrité physique, a-t-il déclaré d'un ton neutre. Toutefois, nous allons enregistrer votre plainte, et nous mènerons une enquête préliminaire. Et que pouvons-nous faire pour nous protéger, en attendant, a demandé Valentine, inquiète. Soyez vigilante. Évitez de vous promener seule à la nuit tombée. Installez des verrous de sécurité supplémentaires. Et si vous recevez d'autres courriers de ce genre, ou si vous remarquez quoi que ce soit d'anormal, appelez-nous immédiatement. Valentine avait bien compris qu'il ne fallait pas s'attendre à des miracles de la part de la police. Tant qu'un drame ne se serait pas produit, personne ne bougerait le petit doigt. Le soir même, elle a parlé de cette lettre de menace à Michel. Son mari a écouté le récit, et a froncé les sourcils, l'air préoccupé. C'est vraiment étrange. Qui pourrait bien écrire une chose pareille? Et toi, tu en penses quoi? A demandé Valentine, d'un ton glacial.
Je n'en ai pas la moindre idée. Peut-être un voisin, ou une connaissance qui a gobé toutes ces rumeurs à notre sujet. Valentine a scruté le visage de son mari. Il paraissait sincèrement surpris. Soit il méritait un Oscar pour ses talents de comédien, soit il ignorait réellement l'existence de cette lettre anonyme. Il était tout à fait possible que Laurence et Jeanne aient agi de leur propre chef, sans informer Michel de leur méthode de voyou, l'estimant trop lâche pour assumer de tels actes. Le lendemain, alors que Valentine était à son bureau, sa voisine, Martine, l'a appelée au téléphone. « Valentine, tout va bien chez toi ? » « Que se passe-t-il » s'est alarmée Valentine, sur le qui-vive. « Eh bien, il y a une trentaine de minutes, j'ai repéré un homme d'allure louche, qui rôdait près de votre clôture. Il faisait les 100 pas autour de la maison, comme s'il faisait du repérage. Dès que je suis sortie dans la rue, il a déguerpi à toute vitesse. Tu peux me le décrire ? Un homme d'une quarantaine d'années, avec une veste sombre et une casquette. Je n'ai pas pu voir son visage en détail, mais il avait l'air vraiment suspect. Valentine a chaleureusement remercié sa voisine, et s'est perdue dans ses pensées. Une lettre anonyme la veille, un rôdeur près de chez elle aujourd'hui. Une simple coïncidence ? C'était peu probable. Elle a appelé sa mère pour lui rapporter l'appel de Martine. « Maman, je crois qu'il serait prudent de faire installer des caméras de vidéosurveillance. » C'est une excellente idée. Et nous devrions également demander à Maître Cresson de nous recommander un bon détective privé. Pourquoi faire ? Pour démasquer l'auteur de ces lettres de menaces, pardi. Si nous parvenons à prouver que ces intimidations viennent de Laurence ou de sa fille, ce sera une arme redoutable pour notre procès. Valentine a approuvé l'idée avec enthousiasme. Cette guerre nécessitait de prendre des mesures radicales. Le soir même, alors que Michel regardait la télévision, un coup de sonnette a retenti. Valentine a regardé par le judas, mais n'a vu personne. Lorsqu'elle a ouvert la porte, le palier était désert. En revanche, une seconde enveloppe blanche était posée sur le paillasson. Elle l'a ramassée et s'est empressée de l'ouvrir. Le message, tout aussi anonyme, était glaçant, ceci est un ultime avertissement. Renoncez au procès et rendez ce que vous avez volé, ou vous le regretterez amèrement. Qui a sonné ? A demandé Michel, en s'approchant de l'entrée. Valentine lui a tendu la lettre sans dire un mot. Son mari l'a lue, et est devenu livide. L'heure est grave, Valentine. Nous devons absolument renforcer la sécurité de la maison. Tu m'assures que tu ignores vraiment qui peut bien faire ça ? A demandé sa femme, en le fixant droit dans les yeux. Michel a soutenu son regard, et a juré solennellement. Je t'en fais le serment, je n'en sais rien. Si j'en avais la moindre idée, je te le dirais tout de suite. Valentine l'a cru, du moins en partie. Il était de plus en plus probable que sa belle-mère et sa belle-sœur agissaient dans le dos de Michel, le jugeant trop pusillanime pour cautionner ce genre d'action coup de poing. Cette nuit-là, pendant que son mari dormait à poing fermé, Valentine est restée éveillée, ressassant les événements qui avaient bouleversé sa vie. Il y a 2 mois à peine, elle était une femme comblée, qui envisageait de fonder une famille et de vivre des jours heureux. À présent, elle se retrouvait au cœur d'une guerre de tranchées familiales, recevait des menaces anonymes, et craignait pour son intégrité physique. Et, pour couronner le tout, elle s'apprêtait à fêter ses 30 ans. Elle avait rêvé d'une belle fête, entourée de ses amis et de ses proches, pour marquer cet événement. Mais désormais, cette journée risquait d'être assombrie par de nouvelles tragédies. Au petit matin, Valentine a été brutalement tirée de son sommeil par un bruit de verre brisé. En regardant par la fenêtre, elle a constaté qu'une vitre du garage avait été fracassée. Une grosse pierre gisait sur le sol. « Michel, lève-toi » a-t-elle crié à son mari. « Quelqu'un a cassé la vitre du garage. » Son mari a bondi du lit, et ils sont sortis précipitamment dans la cour. Chose étrange, la vitre avait été brisée de l'intérieur vers l'extérieur. Et la pierre se trouvait à l'intérieur du garage. Quelqu'un s'est introduit dans le garage, et a cassé la vitre de l'intérieur, a analysé Michel, en examinant les dégâts. Mais dans quel but ? Je n'en sais rien. Peut-être qu'il cherchait des objets de valeur.
Valentine a inspecté le garage de fond en comble. Rien n'avait été volé. Même les outils les plus onéreux étaient à leur place. En revanche, elle a remarqué des traces évidentes de passage sur l'établi, des objets avaient été déplacés, et des empreintes digitales marquaient la surface poussiéreuse. Michel, quelqu'un est entré ici, mais n'a rien pris. Alors, pourquoi s'introduire par effraction? Valentine a soudain compris, c'était une opération de repérage. Quelqu'un étudiait l'agencement de leurs biens, fouillait probablement à la recherche de documents compromettants, ou préparait un coup encore plus tordu. Elle a immédiatement prévenu la police. L'agent de quartier qui s'est rendu sur place a dressé un procès-verbal, mais n'a pas manifesté un excès de zèle. Ce sont sans doute des voyous du coin, a-t-il conclu. Faites installer une alarme, si vous craignez qu'ils ne reviennent. Dès que le policier est parti, Valentine a téléphoné à sa mère pour l'informer de cette intrusion nocturne. Ma chérie, on a dépassé le stade des simples menaces. Ils sont passés à l'action. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant? Nous allons accélérer la pose des caméras de surveillance. Et franchement, je pense qu'il serait plus sage d'annuler ta fête d'anniversaire. Il en est hors de question, a rétorqué Valentine, d'un ton résolu. Je ne leur ferai pas ce plaisir. Nous fêterons mon anniversaire comme prévu, mais en petit comité, uniquement avec nos proches de confiance. Catherine a tenté de la raisonner, en vain. Maman, si nous commençons à nous terrer et à annuler nos projets, ils auront gagné. Je refuse de céder à l'intimidation. Très bien, mais promets-moi d'être sur tes gardes, et n'invite que des personnes en qui tu as une confiance aveugle. Valentine a acquiescé. Elle a dressé la liste des invités, sa mère, quelques amis intimes, 2 collègues de bureau, et sa cousine Océane avec son mari. Il était hors de question de convier la famille de Michel, après tout ce qu'elle venait d'endurer. Elle ne voulait voir ni sa belle-mère, ni sa belle-sœur. Lorsqu'elle a communiqué la liste définitive à son mari, celui-ci a fait la moue. Tu n'invites pas ma famille? Après tout ce qu'ils sont en train de faire, Michel? Ta mère nous attaque en justice, et m'envoie des lettres de menaces. Comment pourrais-je fêter mon anniversaire avec eux? Tu n'as aucune preuve que ces lettres viennent d'elle. Et si c'était quelqu'un d'autre? Des voisins, des inconnus? Michel a paru gêné. Valentine, on pourrait peut-être inviter maman et Jeanne, malgré tout? C'est ton anniversaire, après tout, une fête de famille. C'est non. Et ma décision est irrévocable. Son mari était contrarié, mais n'a pas osé insister. Valentine savait pertinemment qu'il irait se plaindre à sa mère de ne pas avoir été invitée, et que cela risquait de mettre le feu aux poudres. Mais elle refusait de faire marche arrière. Il fallait que Laurence et sa fille comprennent que leur méthode d'intimidation ne marchait pas. Valentine n'était pas du genre à plier sous la menace. 3 jours avant la fête, elle a rencontré le détective privé recommandé par Maître Cresson. Yves Pelletier, un homme d'une 50aine d'années, ancien flic de la police judiciaire, a écouté son histoire avec attention, et a accepté la mission. Madame Dupont, j'ai l'habitude de ce genre de guerre familiale. Croyez en mon expérience, ceux qui commencent par envoyer des lettres anonymes s'arrêtent rarement en si bon chemin. Vous pensez qu'il y aura une suite? C'est très probable. Surtout s'ils se rendent compte que vous ne cédez pas à la panique. Que pouvez-vous faire pour nous aider? Je vais placer votre domicile sous surveillance étroite, et filer la famille de votre mari. S'il prépare un mauvais coup, nous en serons informés à l'avance. Valentine a validé le devis sans hésiter. Quand il s'agissait de protéger sa maison et sa propre vie, l'argent n'était plus un obstacle. Le soir même, un nouvel incident alarmant s'est produit. Valentine rentrait du bureau en voiture, lorsqu'elle s'est rendue compte qu'une berline sombre la filait de près. Au début, elle s'est dit que c'était une coïncidence. Mais lorsqu'elle a bifurqué dans une ruelle, la voiture a fait de même. Valentine a accéléré, la voiture aussi. Elle a alors pilé net à un feu rouge, et s'est retournée. Au volant, un homme inconnu, portant une casquette, a détourné le visage avec précipitation.
Au passage au vert, Valentine n'est pas rentrée chez elle, mais a foncé vers le commissariat le plus proche. La berline sombre a abandonné la filature juste avant d'arriver au poste. Dans le commissariat, l'officier de permanence a écouté sa déposition en haussant les épaules. Il est impossible de prouver que vous étiez suivie, madame. Ce conducteur allait peut-être simplement dans la même direction que vous. Et si cela avait un lien avec les lettres de menace? C'est possible, mais tant qu'il n'y a pas de passage à l'acte, nous avons les mains liées. Valentine a compris qu'elle ne devait rien attendre des forces de l'ordre. Elle ne pouvait compter que sur elle-même, et sur l'aide de son détective. En rentrant, elle a informé Michel de cette filature. Son mari s'est montré très inquiet. Valentine, tu devrais vraiment annuler ta fête. La situation est en train de dégénérer. Je n'annulerai rien du tout. S'ils cherchent à gâcher ma fête, ils en seront pour leurs frais. Mais si jamais il arrivait quelque chose à nos invités? Il n'arrivera rien. J'ai pris toutes les précautions nécessaires. Michel a soupiré, mais n'a pas insisté davantage. La veille de son anniversaire, Yves Pelletier l'a appelé pour lui communiquer des informations cruciales. Madame Dupont, j'ai du nouveau. Hier soir, votre belle-mère a rencontré un homme à proximité de votre domicile. J'ai pris leur conversation en photo. Pouvez-vous m'envoyer ces photos? Je vous les transfère tout de suite. Une minute plus tard, Valentine recevait les clichés sur son téléphone. On y voyait très distinctement Laurence, en grande discussion avec un homme d'âge mûr qu'elle ne connaissait pas. Je connais cet homme, a affirmé Valentine au détective. C'est lui qui me filait en voiture, avant-hier. Tout s'explique, alors. Votre belle-mère l'a engagé pour vous surveiller. Avez-vous pu entendre ce qu'il disait? Malheureusement non, il m'était impossible d'approcher pour écouter leur conversation, mais il s'agissait de toute évidence d'un rendez-vous professionnel. Valentine a remercié le détective, et lui a demandé de redoubler de vigilance le jour de sa fête. Comptez sur moi. Je serai postée près de chez vous, tout au long de la soirée. Cette fois-ci, Valentine avait la preuve irréfutable que les menaces et les filatures étaient l'œuvre de sa belle-mère. Dans sa folie destructrice pour s'accaparer leur maison, Laurence avait franchi toutes les limites de la légalité. Mais le lendemain, c'était le jour de son anniversaire, et elle ne laisserait personne lui voler ce moment. Quoique ses ennemis trament dans l'ombre, elle était d'attaque pour leur barrer la route. Le soir, en s'endormant, Valentine a songé que le lendemain pourrait bien être le jour fatidique de cette guerre familiale. Son instinct lui soufflait que le camp adverse préparait un coup d'éclat pour le jour J. Mais elle était parée à toute éventualité. Le mot d'ordre était simple, ne montrer aucune faiblesse et ne céder à aucune pression, car, à la guerre, la victoire n'appartient pas au plus fort, mais à celui qui s'accroche jusqu'au bout. Le matin de son anniversaire a démarré par une mauvaise surprise. Valentine a été réveillée par la sonnerie de son téléphone. Il était 7 heures tapantes. Valentine, joyeux anniversaire, ma chérie, s'est exclamée sa mère. Pardonne-moi de t'appeler si tôt, mais je tenais absolument à être la première à te le souhaiter. Merci, maman. Tu n'as pas oublié que la fête commence à 18 heures? Bien sûr que non. J'ai déjà emballé ton cadeau, et je t'ai préparé ton millefeuille préféré. Maman, je t'avais dit de ne pas faire de gâteau. Il y aura déjà largement assez à manger. Ma chérie, un anniversaire sans un gâteau fait maison n'est pas un vrai anniversaire. Et puis, ça me fait tellement plaisir de te gâter, surtout en cette période difficile. Valentine n'a pas insisté. Après toutes ces épreuves, sa mère avait bien besoin d'un peu de réconfort, elle aussi. Ce matin-là, Michel s'est montré d'une humeur particulièrement taciturne. Il lui a souhaité un bon anniversaire de manière très protocolaire, lui offrant un bouquet de roses et des boucles d'oreilles en or, mais le tout, avec le même enthousiasme qu'un automate. « Michel, tu es contrarié par quelque chose ?» lui a demandé Valentine. « Non, tout va bien. Je pense juste au boulot. Excuse-moi, chérie, j'essaierai de me changer les idées pour ce soir. »
Après le petit déjeuner, Valentine s'est attelée aux préparatifs de la fête, faire le ménage, cuisiner les amuse-bouches, dresser la table. Michel lui donnait un coup de main, mais à contre-cœur, les yeux constamment rivés sur son téléphone. À 14 heures, il a brusquement annoncé. « Valentine, il faut que j'aille voir maman. Elle ne se sent pas bien. » Qu'est-ce qu'elle a? Des pics de tension. Elle m'a demandé de lui acheter des médicaments et de passer la voir. Tu en as pour longtemps? 2 heures, tout au plus. Je serai rentrée pour le début de la fête. Valentine était sur ses gardes. Comme par hasard, la veille de son anniversaire, sa belle-mère tombait malade. Quelle coïncidence! Je peux t'accompagner, si tu veux? Ça reste de la famille. Non, c'est inutile. Elle a précisé qu'elle voulait me parler seule à seule. De quelque chose de très important. Michel est parti, laissant Valentine en proie à de bien sombres pressentiments. Elle a appelé son détective. Monsieur Pelletier, mon mari vient de partir chez sa mère. Pourriez-vous le filer et me dire ce qu'ils font là-bas? Bien reçu. J'y vais de ce pas. 1 heure plus tard, le détective a rappelé. Madame Dupont, votre mari est bel et bien chez sa mère. Mais il y a toute la famille réunie là-bas, la belle-mère, la belle-sœur, et d'autres personnes. On dirait un véritable conseil de guerre. Quelles autres personnes? 2 hommes. L'un d'eux est celui qui vous filait l'autre jour. L'autre, je ne l'ai jamais vu. Valentine a eu la certitude que la clique des Dupont s'était réunie pour un briefing militaire, à la veille de sa fête. Il tramait forcément un coup monté. Essayez par tous les moyens de savoir ce qu'il complote. Je ferai mon possible. À 16 heures, Valentine a appelé sa mère pour savoir à quelle heure elle comptait arriver. Maman, tu penses partir à quelle heure? Je suis prête. Je comptais décoller vers 17h30, pour être chez toi à 18h. Très bien, je t'attends. Michel est là? Non, il est parti chez sa mère. Apparemment, elle est malade. C'est louche, tout ça. Valentine, sois très prudente ce soir. J'ai un mauvais pressentiment. Ne t'en fais pas, maman, tout va bien se passer. Pourtant, Valentine n'en menait pas large. L'attitude de son mari la rongeait d'inquiétude, et ce mystérieux conciliabule chez sa belle-mère n'augurait rien de bon. À 17h30, les premiers invités ont commencé à faire leur apparition. D'abord ses amis, Inès et Céline, puis ses collègues, et enfin sa cousine Océane, accompagnée de son mari. Au fait, il est où, ton mari? A demandé Inès. Il ne va pas tarder. Il est allé voir sa mère, qui est un peu souffrante. Et ta mère, elle vient? Oui, elle est en route. À 18h pétantes, tous les invités étaient là, à l'exception de Michel et de Catherine. Valentine commençait à paniquer. Où était passé son mari, et pourquoi sa mère était-elle en retard? À 18h10, elle a composé le numéro de sa mère. Maman, où es-tu? Tout le monde t'attend. J'arrive, ma chérie. Je suis coincée dans les bouchons sur le pont. J'en ai encore pour 20 minutes. D'accord, on t'attend. C'est à cet instant précis que Michel a fait son entrée. Les traits tirés, l'air anxieux, il s'est immédiatement mis en devoir de s'occuper des invités, jouant à merveille son rôle de maître de maison exemplaire. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour mon retard, s'est-il justifié. Ma mère était vraiment très mal en point. Ce n'est rien, l'a rassuré Inès. Le principal, c'est que tu sois là. Valentine s'est approchée de lui, et lui a demandé, à mi-voix, des nouvelles de sa mère. Sa tension fait des bonds. On a dû faire venir le médecin, mais elle a l'air d'aller un peu mieux, maintenant. Et ce conseil de guerre que vous avez tenu là-bas, c'était à quel sujet? Michel l'a dévisagé, stupéfait. Quel conseil de guerre? Le détective a bien vu qu'il y avait foule chez ta mère. Le visage de Michel s'est assombri. Valentine,
Tu me fais suivre? Je me protège de ceux qui me menacent. Personne ne te menace. Et il n'y a eu aucun conseil de guerre. C'est juste une voisine qui est passée prendre des nouvelles de maman. Valentine a bien vu qu'il mentait comme un arracheur de dents, mais ce n'était ni le lieu ni le moment de déclencher une scène de ménage devant leurs amis. À 18h30, on a sonné à la porte. Valentine est allée ouvrir, et s'est retrouvée face à sa mère, les bras chargés d'une énorme boîte pâtissière et d'un magnifique bouquet de fleurs. « Joyeux anniversaire, ma fille adorée », lui a lancé Catherine, en la serrant dans ses bras. « Merci, maman. Entre, tout le monde est déjà là. » Catherine est entrée dans le salon, et a salué chaleureusement l'assemblée. La plupart des invités la connaissaient bien, et lui ont réservé un accueil des plus cordiaux. « Où puis-je poser le gâteau ?» s'est-elle enquise. « Viens, on va le mettre dans la cuisine, pour le moment », a répondu Valentine. Elles se sont dirigées vers la cuisine, où Catherine a délicatement déposé la boîte sur le comptoir. « Au fait, maman, Michel ne t'a pas invité à la fête », lui a demandé Valentine, de but en blanc. Catherine, interloquée, l'a dévisagée. « M'inviter ? Mais pourquoi l'aurait-il fait ? C'est toi-même qui m'as dit de venir pour 18h. C'est vrai, mais Michel aurait dû, lui aussi, avoir un mot gentil. Ne serait-ce que te saluer à ton arrivée. Laisse, il est très occupé avec les invités. Il aura bien l'occasion de le faire plus tard. Cependant, Valentine n'avait pas manqué de remarquer que son mari n'avait fait aucun effort pour venir saluer sa belle-mère. Pis encore, il semblait l'éviter comme la peste, fuyant son regard avec insistance. De retour dans le salon, une scène particulièrement étrange a capté l'attention de Valentine. Michel se tenait dos aux invités, tourné vers la fenêtre, son téléphone collé à l'oreille. Le son de sa voix trahissait une tension extrême. « Oui, elle est arrivée », disait-il à voix basse. « Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ?» Valentine s'est approchée à pas de loup, et a réussi à capter la fin de la conversation. « D'accord, c'est noté. Je vais essayer, tout de suite. » Son mari a raccroché, puis s'est tourné vers elle. « Valentine, il faut qu'on se parle. Seule. » Maintenant ? En plein milieu de la fête ? Oui, c'est capital. Ils se sont isolés dans le couloir. Que se passe-t-il ? L'a questionnée Valentine. L'état de maman s'est aggravé. Jeanne m'implore de la rejoindre. Michel, tu viens à peine de rentrer. J'en suis conscient, mais elle est vraiment au plus mal. Il faudra peut-être même appeler le SAMU. Eh bien, vas-y. Je vais m'occuper des invités. Valentine, tu pourrais demander à ta mère de partir ? Valentine, abasourdie, a écarquillé les yeux. Quoi ? Puisque je dois partir, il n'y a aucune raison qu'elle reste ici. Elle fera mieux de repasser demain, quand on sera tous les deux. Michel, tu te rends compte de l'absurdité de ta demande ? C'est mon anniversaire. Ma mère est venue spécialement pour le fêter avec moi. Je l'entends bien, mais c'est un concours de circonstances fâcheux. Valentine a foudroyé son mari du regard. Quelles étaient ces insanités ? Sous quel prétexte absurde sa mère devrait-elle quitter les lieux, parce que sa belle-mère était soi-disant tombée malade ? Il en est hors de question. Ma mère reste ici. Toi, fais ce que bon te semble. Le visage de Michel s'est assombri, menaçant. Valentine, je te l'ordonne, dis à ta mère de s'en aller. Tu peux toujours rêver. Pourquoi cette requête délirante ? Tout simplement parce que ma famille ne peut pas la voir en peinture, a soudainement éructé Michel, hors de lui. Et alors ? Qu'est-ce que ça a à voir avec ma fête d'anniversaire ? Ça a tout à voir. Je refuse que ta mère mette un pied sous mon toit. Valentine a senti son sang ne faire qu'un tour. Voilà enfin dévoilé le véritable visage de son mari. Pendant des mois, il avait habilement masqué la haine qu'il vouait à sa mère, pour finalement laisser éclater sa rancœur au grand jour. Sous ton toit, a-t-elle cinglé,
le regard noir. Michel, rafraîchis-moi la mémoire, qui nous a offert cette maison? Je me moque de savoir qui l'a offerte. C'est ici que je vis, et c'est moi qui décide qui a le droit de franchir le seuil de cette porte. Tu n'as aucun droit de ce genre. Et c'est quoi, cette folie? Chasser ma propre mère, le jour de mon anniversaire. Le ton montait dans le couloir, et leurs éclats de voix parvenaient désormais jusqu'au salon. Les invités, mal à l'aise, échangeaient des regards perplexes, captant des bribes de leur dispute enflammée. Valentine, arrête d'hurler, a tenté de l'apaiser Michel. Les invités vont tout entendre. Et alors? Qu'ils entendent. Qu'ils découvrent enfin qui tu es réellement. C'est à cet instant que Catherine a fait son apparition, sortant du salon. Les enfants, que se passe-t-il? Pourquoi vous disputez-vous? Michel a dardé sur sa belle-mère un regard chargé d'une telle aversion que Valentine en a eu le souffle coupé. Bon sang, pourquoi ta mère est-elle venue? Je t'avais pourtant dit que ma sœur et ma mère la détestent, a hurlé son mari, en plein milieu de sa fête d'anniversaire. Un silence de mort s'est instantanément abattu sur la maison. Dans l'encadrement de la porte du salon, les visages des invités, blêmes d'effroi, trahissaient leur stupéfaction face à cette explosion de violence inouïe. Valentine est restée pétrifiée, incapable de faire le moindre geste. Jamais, au grand jamais, elle n'aurait cru son mari capable d'une telle goujaterie. Insulter publiquement sa mère, en présence de tous leurs amis, le jour de son anniversaire, c'était l'affront suprême, l'outrage de trop. Catherine, bien que livide, a su garder la tête haute. Ma mère, qui nous avait offert le pavillon dans lequel nous faisions la fête, ne s'est pas mise à crier. Elle a prononcé seulement 3 mots, et tout le monde est resté sans voix. Fous le camp, a-t-elle ordonné, d'une voix calme, mais tranchante comme une lame de rasoir. Ces 3 mots ont claqué comme une sentence irrévocable. Michel a soudain pris conscience qu'il venait de franchir le point de non-retour. Il est devenu blême. Quoi, a-t-il balbutié? J'ai dit, fous le camp de chez moi, a répété Catherine, d'une voix plus forte. Immédiatement. Mais Tu n'es rien, ici. Tu n'es strictement personne. Ce pavillon m'appartient, c'est moi qui l'ai offert à ma fille. Tu n'as aucun droit sur cette maison. Les invités assistaient à la scène, pétrifiés. Personne n'aurait pu imaginer un tel scénario le jour d'un anniversaire. Michel, dans une vaine tentative, a cherché à se disculper. Écoutez, je ne voulais pas. Oh que si, tu le voulais. Ça fait des mois que tu complotes dans notre dos, pour nous voler notre maison. Tu croyais vraiment qu'on ignorait tes petites visites chez les avocats? Michel était complètement désemparé. Il réalisait que son complot machiavélique avait été mis à jour. Mais j'ai des droits. Tu n'as aucun droit, a tonné Catherine. Tu n'es qu'un parasite misérable, qui cherche à dépouiller la femme qui a eu la bonté de l'héberger. Valentine observait la scène, fascinée. Sa mère, d'ordinaire si douce et posée, s'était muée en une juge implacable. Fais tes valises, et dégage d'ici, a ordonné Catherine. Dès ce soir. Mais où veux-tu que j'aille? Chez ta mère, chez ta sœur, je m'en fiche éperdument. Ce n'est plus mon problème. Et Valentine, a demandé Michel, en jetant un regard désespéré à sa femme. Valentine est assez grande pour prendre ses propres décisions, a répliqué Catherine. Mais sous ce toit, ta présence n'est plus tolérée. Michel a compris qu'il avait perdu la partie. Sur le plan purement légal, Catherine était dans son bon droit. Le titre de propriété était à son nom, et elle avait tout à fait le droit d'expulser qui bon lui semblait. Très bien, a-t-il capitulé, sur un ton de défi. Je m'en vais. Mais Valentine vient avec moi. Sûrement pas, a lâché Valentine, d'une voix blanche. Son mari l'a regardée, avec la mine de quelqu'un qui tombe des nues. Comment ça, tu ne viens pas? Mais tu es ma femme, bon sang. Je l'étais, peut-être, mais à présent, je ne suis plus sûre de rien. Valentine, tu demandes le divorce, c'est ça?
Ce que je te demande, c'est de présenter des excuses à ma mère, et de déguerpir. Il n'en est pas question, a explosé Michel. Je n'ai rien dit de mal, j'ai juste dit la vérité. Dans ce cas, pars, et ne reviens jamais. Michel est resté planté là, l'espace d'une minute, espérant sans doute que sa femme finirait par se raviser. Mais Valentine s'est détournée de lui, avec mépris. Très bien, a-t-il craché. Mais croyez-moi, vous allez le regretter amèrement. Il s'est engouffré dans la chambre, a fourré quelques affaires pêle-mêle dans un sac, et a quitté la maison, en claquant violemment la porte d'entrée. Les invités étaient toujours figés sur place, sous le choc. Ce qui devait être une fête d'anniversaire joyeuse s'était métamorphosé en un psychodrame familial, se soldant par la répudiation du mari en direct. « Je vous prie de nous excuser, mes chers amis », leur a dit Catherine, confuse. « Nous avons complètement gâché votre soirée. » « Vous n'avez rien gâché du tout, » a affirmé Inès, d'un ton résolu. « C'est cet ignoble individu qui a tout gâché. » « Comment tu te sens, Valentine ?» s'est inquiétée Céline, en serrant son amie dans ses bras. « Ça va aller » a répondu Valentine, bien que ses mains fussent agitées de violents tremblements. « Reprenons la fête, s'il vous plaît. »« Tu en es sûre ? » ?»« Absolument. Je refuse de lui donner la satisfaction de tout gâcher. » Les invités, encore hésitants, ont regagné le salon. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Le malaise était général. « Portons un toast en l'honneur de la reine de la soirée », a lancé Océane, dans une tentative désespérée de détendre l'atmosphère. « À Valentine », a renchéri Inès. « Et puisses-tu ne garder dans ta vie que des gens qui en valent la peine ?» Tout le monde a levé son verre, mais le cœur n'y était pas. Le choc des événements récents était encore trop vif. 1 heure plus tard, les premiers invités ont pris congé. Ils avaient tous compris qu'après un tel esclandre, Valentine avait besoin de se retrouver seule, pour faire le point. « Valentine, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, » lui a glissé Inès, sur le pas de la porte. « Merci du fond du cœur, je vais gérer. » « Et comment tu vas faire, avec ton mari ? » ?»« Je n'en sais rien. On verra bien. » Une fois le dernier invité parti, Valentine s'est retrouvée seule avec sa mère. Elles ont débarrassé la table dans un silence pesant, chacune perdue dans ses propres pensées. « Maman, merci de m'avoir défendue », a finalement murmuré Valentine. « Ma fille, je ne pouvais pas le laisser nous traiter comme des moins que rien. C'en est fini, de ces humiliations. Je le sais bien, mais... ça reste mon mari. Il l'a été, oui, mais à présent, tu as pu contempler sa véritable nature. » Valentine a hoché la tête, résignée. Il était indéniable que les masques étaient enfin tombés, et que Michel avait révélé sa véritable identité, dans toute sa laideur. « Dis, maman, tu étais sérieuse, quand tu l'as mis à la porte, définitivement ? » Tout à fait sérieuse, oui. Maintenant, c'est à toi de voir, mais sois prévenu, si tu lui pardonnes et que tu le laisses revenir, il saura qu'il a le champ libre pour te faire subir les pires atrocités. Valentine savait pertinemment que sa mère avait raison. Michel avait franchi une ligne, au-delà de laquelle aucun pardon n'était plus envisageable. Après le départ de sa mère, Valentine s'est retrouvée, pour la toute première fois en 2 ans de mariage, absolument seule dans ce grand pavillon. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, elle ne ressentait nullement la solitude, mais plutôt un immense soulagement. Elle a mis de la musique en fond sonore, s'est versé un verre de vin, et s'est installée dans un fauteuil. Il fallait qu'elle pèse le pour et le contre, et qu'elle décide de la marche à suivre. Soudain, un détail lui est revenu en mémoire. Lorsque Michel faisait ses valises, il semblait particulièrement agité, comme s'il était terrorisé à l'idée qu'elle tombe sur quelque chose de compromettant. Valentine a donc décidé d'inspecter son bureau. Dans l'un des tiroirs, elle a découvert un dossier, rempli de paperasses, qu'elle n'avait jamais vu auparavant. En l'ouvrant, Valentine a eu le souffle coupé. Elle avait sous les yeux le plan détaillé de l'offensive pour s'emparer du pavillon, entièrement rédigé de la main de Jeanne. Ce document répertoriait, point par point,
toutes les étapes visant à détruire la réputation de Catherine Moreau, la collecte de fausses preuves, le dépôt de la plainte au tribunal, la manipulation de l'opinion publique. Mais ce qui a véritablement glacé le sang de Valentine, ce sont les toutes dernières lignes du fameux plan. Étape 5, envoi de lettres de menaces anonymes, pour maintenir une pression psychologique constante. Étape 6, mise en scène d'une provocation publique, lors de la fête d'anniversaire. Étape 7, dépôt d'une requête en divorce, en exigeant un dédommagement financier maximal. Le plan contenait également des directives très précises. Michel avait pour mission de provoquer un scandale en présence de multiples témoins, afin de pouvoir utiliser leur déposition au tribunal pour prouver l'impossibilité de poursuivre la vie conjugale. Quant aux lettres anonymes et aux filatures, elles avaient pour seul et unique but de briser psychologiquement Valentine, ainsi que sa mère. Le dossier renfermait par ailleurs des copies des dossiers médicaux de Catherine, obtenus de manière totalement frauduleuse. Les simples certificats attestant de son traitement contre le stress étaient délibérément présentés comme la preuve indubitable d'une pathologie psychiatrique lourde. Mais le clou du spectacle, la découverte la plus écœurante, fut sans conteste le contrat passé avec un détective privé, nommé Simon Créteau. C'était précisément l'homme qui avait pris Valentine en filature. Il s'avérait qu'il n'avait pas seulement été engagé pour la suivre, mais aussi et surtout pour fabriquer de toutes pièces des preuves incriminantes contre la famille Moreau. Valentine a pris le soin de photographier chaque page du dossier, puis elle a immédiatement appelé son propre détective, Yves Pelletier. « Je détiens les preuves formelles du complot », lui a-t-elle annoncé d'emblée. « Je vous les montrerai dès demain. » C'est une excellente nouvelle. Cela va considérablement peser en notre faveur, devant le juge. Ensuite, elle a composé le numéro de sa mère. « Maman, j'ai trouvé les documents. Absolument tout avait été prémédité, dans les moindres détails. Même le scandale de ce soir. » « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» Valentine lui a fait un résumé détaillé du contenu du dossier. Catherine l'a écouté, dans un silence de cathédrale. « Ce qui veut dire qu'il peaufine cette opération depuis des mois, a-t-elle fini par lâcher, la voix sombre. « Exactement. Et nous sommes tombés dans leur piège en plein dedans. Michel a délibérément provoqué la dispute, avec l'intention de s'en servir comme argument devant le tribunal. Mais heureusement pour nous, nous avons maintenant les preuves de leur machination. Maître Cresson saura s'en servir à bon escient. » Valentine, et si Michel cherchait à revenir vers toi ? Il en est hors de question. Après le coup qu'il nous a fait ce soir, c'est terminé, sans appel. Valentine était soulagée. Elle prenait enfin la mesure de la situation. L'homme qu'elle avait épousé n'était pas un mari, mais l'artisan zélé d'un complot visant à ruiner sa propre famille. Elle s'est couchée très tard, mais a dormi d'un sommeil de plomb. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait enfin en sécurité, dans sa propre maison. Au petit matin, le téléphone s'est mis à sonner. C'était Michel. « Valentine, il faut que je vienne récupérer le reste de mes affaires. Tu peux venir les prendre, mais uniquement en ma présence. Et il faut qu'on ait une vraie discussion. Il n'y a plus rien à dire. Valentine, je reconnais que j'ai dépassé les bornes. Mais tout n'est pas perdu, on peut encore s'arranger. » Non, Michel, on ne peut plus rien arranger. Je sais tout de vos petits projets. Un long silence s'est installé à l'autre bout du fil. Quel projet ? La plainte bidon, le détective privé, les provocations montées de toutes pièces. J'ai tout le dossier. Valentine. Adieu, Michel. Elle a mis fin à la communication. Elle refusait d'entendre une syllabe de plus de la part de l'homme qui avait froidement planifié sa descente aux enfers, des mois durant. Une semaine plus tard, Michel a officiellement déposé une demande de divorce. Mais entre-temps, Maître Cresson avait mis sur pied une ligne de défense en béton armé. Les documents découverts dans le fameux dossier ont servi de socle à une plainte reconventionnelle, pour diffamation, dénonciation calomnieuse et harcèlement moral. Le procès concernant l'annulation de la donation a été un véritable naufrage pour le clan Dupont.
Les preuves à charge contre eux étaient accablantes, et la plainte déposée par Laurence, alléguant l'incapacité mentale de Catherine Moreau, a été déboutée par le juge, qualifiée de procédure abusive et de fausse déclaration. La procédure de divorce fut, quant à elle, expédiée. Michel est reparti les mains vides, avec pour tout bagage ses effets personnels. Valentine a conservé la pleine propriété de son pavillon, et les tentatives répétées de son ex-mari pour obtenir un dédommagement financier ont toutes lamentablement échoué. 6 mois plus tard, Valentine a pris conscience que ce 30e anniversaire avait marqué un tournant décisif dans son existence. Elle avait réussi à se débarrasser d'un époux perfide et d'une belle famille de rapaces, elle avait sauvé sa maison, et par-dessus tout, elle avait reconquis sa liberté. Certes, il lui était douloureux de réaliser qu'elle avait partagé sa vie, pendant 2 longues années, avec un homme capable d'une telle trahison. Mais le temps a effacé la blessure, et la leçon, elle, est restée gravée dans sa mémoire. À présent, elle avait compris qu'il ne fallait jamais accorder sa confiance aux belles paroles, mais s'en remettre uniquement aux actes. Et surtout, elle savait qu'il était primordial de s'entourer de personnes prêtes à se battre pour vous. Sa mère avait raison sur toute la ligne, à la guerre, la victoire n'appartient pas au plus fort, mais à celui qui refuse d'abdiquer jusqu'au bout. Valentine n'avait pas abdiqué. Et elle avait remporté la victoire.